Bonjour, bienvenue dans Accès Direct. On est ensemble pendant 30 minutes derrière votre télé, mais aussi derrière vos écrans d'ordinateur et vos écrans de téléphone portable. Alors n'hésitez pas à venir commenter sur les réseaux sociaux, à poser vos questions à nos invités ou juste à commenter l'émission. On relaiera un petit peu tous ces commentaires et toutes ces questions. Au programme ce soir, nous parlerons pollution de l'air avec Didier Chapuis, il est le directeur d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Nous évoquerons ensuite l'événement caritatif de la montagne Glisse en Cœur avec la directrice du Grand Bornand Tourisme. Et enfin, deux entrepreneurs seront sur ce plateau pour nous parler de Blockywood. Salut Olivia. On commence avec les titres du JT et des manifs côté de la SNCF. Effectivement, tu le sais, ce matin, le Conseil des ministres avait lieu. Le gouvernement aura recours aux ordonnances pour la réforme de la SNCF, chose qui met en colère les syndicats et les cheminots. Alors ce matin, ils étaient 3 à distribuer des tracts devant la gare de Chambéry. On allait à leur rencontre. Et puis on parle d'une restauration. Effectivement, de Fleur Bleue. Donc c'est un bateau qui se situe sur le Léman. Enfin, il se situait puisque depuis quelques années, il était laissé à l'abandon dans un champ. Et pourtant, c'est le voilier le plus titré du Léman, donc 614 régates à son actif. Donc Jean-Paul Crespi est allé filmer cette rénovation. Une belle histoire. Oui. Et puis la revue de presse, comme chaque jour, on commence avec un bon bilan pour le Cimodec. Effectivement, avec cet article d'ODS Radio. Alors, je le rappelle, c'est le salon de la machine-outil de décolletage qui est à La Roche-sur-Foron. D'ailleurs, Sébastien et Guilhem étaient sur place pour nous faire un Facebook Live de quelques minutes. Alors, cette année, plus de 18 700 personnes sont venues en 4 jours avec un chiffre d'affaires du coup de 2,2 milliards d'euros de vente, ce qui est quand même assez exceptionnel. Les exposants et les visiteurs ont rendez-vous pour le prochain salon en 2020 puisqu'il a lieu tous les 2 ans. Et puis un centre équestre qui veut récupérer ses chevaux. Effectivement, on en parlait déjà il y a quelques semaines. La propriétaire des 7 monts, Émilie Geoffrey, ne se désarme pas. Je rappelle les faits. Le 12 février, la préfecture de la Haute-Savoie a décidé de saisir une trentaine d'animaux de cette mini-ferme. Alors 15 chevaux, des moutons, des chèvres, des lapins. C'est une saisie qui a eu lieu suite à un signalement pour, je cite, mauvaises conditions d'hébergement. Par exemple, l'absence de box fermée. Émilie Geoffrey a pris des avocats qui vont intenter un recours devant un tribunal administratif. Ses proches ont lancé une pétition qui a obtenu près de 2000 signatures déjà et une cagnotte a aussi été lancée pour aider Émilie Geoffrey à payer les frais de justice. Et puis avec toi, Pauline, on part direction le Semnoz. Et oui, tout arrive, puisque ça y est, le Semnoz aura des canons à neige l'hiver prochain. On en a parlé, on en parle depuis des années. Ça fait beaucoup polémique. Le Semnoz, en fait, profite du plan neige de Laurent Wauquiez qu'il a mis en place. Il y aura donc 4 enneigeurs mobiles. C'est un investissement de 600 000 €. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde. L'investissement sera confirmé ce soir lors du vote du budget du CIPAS, qui est le syndicat intercommunal pour la protection et l'aménagement du Semnoz. Les 4 canons assureront, si besoin, l'enneigement des 15% du domaine qui est dédié aux espaces des écoles. Ça, c'est ce que dit le directeur de la station, Gabi Bibolé. Et la capacité de la retenue collinaire qui est déjà existante, elle va être doublée, portée donc à 5000 m3. Elle sera alimentée uniquement par l'eau de ruissellement collectée au pied des pistes, puis pompée pour être acheminée et stockée dans la retenue. Alors, sur son site internet, la Frapna, elle argumente son opposition à ces installations de ces canons et réclame une concertation sur l'avenir du site. On va encore en parler. On espère que ce sera l'hiver prochain, mais s'il y a des débats, affaire à suivre. Affaire à suivre, effectivement. Et puis on se rend à Monton-Saint-Bernard. Oui, le château de Monton-Saint-Bernard, qui est donc au bord du lac d'Annecy, on ne voit que lui quand on est au bord du lac. Il abrite une bibliothèque qui est assez impressionnante. Elle se trouve au cœur de l'édifice et contient plus de 12 000 ouvrages, dont 600 incunables, c'est-à-dire imprimés entre 1450 et 1501. Et il y a un exemplaire original de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et donc, du coup, les actuels propriétaires, les comtes Maurice et Pierre-Henri de Menton, ils ont décidé d'offrir aux scientifiques la possibilité de consulter tous ces livres. Il a donc fallu faire l'inventaire de la bibliothèque et surtout les nettoyer les livres parce que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été ouverts, ils étaient tous poussiéreux. Ils ont été nettoyés un à un et c'est un grand coup d'aspirateur sur des siècles et des siècles de livres. Donc voilà, c'est assez sympa et de toute façon le château de Menton, on peut aussi aller le découvrir en tant que personne lambda. Effectivement, c'est passionnant. Merci beaucoup Olivia, tu reviens tout à l'heure pour les titres du JT. Et puis on va parler pollution à présent avec notre invité. Je vous en prie, je reçois Didier Chapuis. Vous êtes le directeur d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous surveillez la qualité de l'air, entre autres, sur nos 2 départements, Savoie, Haute-Savoie. Première question, globalement, ce début d'année 2018 par rapport à 2017, comment ça s'est passé au niveau de la pollution de l'air? Un très bon début d'année, puisque malheureusement, on n'a pas eu des conditions météorologiques très bonnes, ce qui fait qu'en général, on a une bonne qualité de l'air.
Dès lors qu'on a des conditions perturbées avec des précipitations, de la neige, des dépressions qui traversent notre territoire, eh bien on a une qualité d'air qui est bonne. Et là, en ce début d'année, on a eu très peu d'épisodes de pollution. Généralement, en janvier, en février, on a quand même souvent des épisodes de pollution dans nos territoires de montagne, avec des polluants qui stagnent en fond de vallée. Eh bien, en ce début d'année, ça a été relativement rare. Ça veut dire que cette pollution, il y a eu moins de pollution, c'est uniquement dû à ces conditions météorologiques, il n'y a pas eu forcément d'amélioration sur les autres côtés, notamment on parle souvent des camions, etc. C'est uniquement dû à cette météo favorable? Alors non, pas uniquement. Effectivement, les conditions météo sont vraiment un des éléments importants, mais il y a également une diminution des rejets de polluants que l'on constate année après année. Sur 10 ans, on a une diminution de l'ordre de 30% des polluants, que ce soit les polluants qui sont émis par le trafic routier, qui sont en diminution parce que les véhicules se renouvellent, les motorisations sont de plus en plus performantes, mais également sur les autres secteurs, les secteurs industriels qui émettent également de moins en moins de polluants. Et le chauffage, où on a des isolations de bâtiments qui sont plus performants, des rénovations de bâtiments, des modes de chauffage également qui peuvent être plus vertueux. Tout ça, mis bout à bout, fait que la qualité de l'air s'améliore, pas seulement en lien avec les conditions météorologiques, même si en ce début d'année, elles nous ont beaucoup aidés, mais on a quand même cette diminution qui est relativement marquée. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience aussi des gens, on en parle régulièrement de cette fameuse pollution de l'air, notamment dans la vallée de l'Arve, il y a une prise de conscience? Alors bien sûr, il y a une prise de conscience, alors une prise de conscience volontaire ou non, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de réglementations qui viennent du niveau européen, national, régional, local, qui font qu'il y a des actions qui se mettent en œuvre. Quand on achète un nouveau véhicule, qu'on le veuille ou pas, on émet moins parce que le véhicule émet moins de polluants qu'un véhicule qui a été construit il y a 10 ans. Et donc tout ça fait que effectivement les gens sont contributeurs de cette amélioration de la qualité de l'air. Et sur nos territoires, le Pays de Savoie, où il y a beaucoup d'actions qui sont entreprises, eh bien, on peut se dire qu'on est sur un territoire où les habitants sont particulièrement vertueux. Et globalement, on est sur une tendance où les habitants de Savoie et de Haute-Savoie vont commencer à émettre moins de polluants qu'un habitant qui habite ailleurs en France. Il y a aussi la mise en place de cette fameuse pastille, désormais notamment sur Annecy, sur la vallée de l'Arve. Ça aussi, c'est une prise de conscience et puis ça permet de se jauger par rapport à son véhicule, ce dont on n'avait pas forcément conscience avant. Exactement. En fait, nous, on dit que cet outil-là, donc ces vignettes critères que tout le monde doit maintenant avoir, puisque effectivement, à l'occasion de pics de pollution, les autorités préfectorales peuvent décider d'interdire les véhicules qui n'auraient pas cette vignette ou la vignette avec le numéro qui ne correspondrait pas. Et en fait, cette démarche-là, d'acheter sa vignette critère, déjà, ça nous permet de voir son véhicule, où est-ce qu'il se situe, et tout simplement de sensibiliser les gens, de se dire j'ai un vieux véhicule, je pollue, donc qu'est-ce que je peux mettre en place pour moins l'utiliser ou éventuellement le renouveler. Alors effectivement, on l'a dit, les habitants sont très concernés. Il y a un collectif là qui s'est monté, le collectif Colère Pure, et qui a fait des dépôts de plainte. Eux, ils avaient demandé une étude indépendante et ce qui a été détecté, ce sont des métaux lourds. Alors pourquoi, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette étude et est-ce que c'est les mêmes études que vous faites? Alors, on ne fait pas tout à fait les mêmes types de mesures, puisque nous, on fait des mesures qui sont normalisées, réglementées. Là, c'était un petit peu plus exotique, on va dire. Mais pour autant, des mesures de ces composés-là, les métaux lourds et des composés organiques volatiles, c'était deux des composés qui étaient notés dans cette étude. C'est effectivement des polluants qu'on a eu l'occasion de mesurer. Ils sont présents, comme ils sont présents partout dans l'atmosphère, mais également dans les poussières que l'on retrouve au sol. Ces composés, aujourd'hui, les concentrations qui sont mesurées respectent les valeurs réglementaires. Alors c'est vrai que du coup, on en parle beaucoup moins de ces polluants-là, en tout cas en ce qui nous concerne. Est-ce qu'ils sont moins graves? Tout simplement parce qu'ils respectent, leur concentration respecte les valeurs réglementaires, alors que d'autres dépassent ces valeurs réglementaires et donc des actions sont à mener pour qu'ils ne dépassent plus les valeurs réglementaires. Ce n'est pas le cas des métaux lourds et des composés organiques volatiles, qui sont deux composés que l'on retrouve effectivement dans la vallée de l'Arve, mais également sur tous les territoires, et sur tout le territoire régional et national, et à des concentrations qui sont suffisamment faibles pour ne pas être préoccupantes. Ces dépôts de plainte, ça peut faire bouger les lignes aussi, ou ça va trop loin selon vous?
Nous, toutes les actions, qu'elles soient citoyennes, qu'elles soient des pouvoirs publics, des entreprises, nous semblent aller dans le bon sens. Après, il ne faudrait pas que des actions soient menées les uns contre les autres. Vraiment, nous, on pense que le travail il doit être mené ensemble. Nous, on dit toujours on préfère travailler avec que travailler contre. Là, c'est le cas, par exemple, pour ces analyses. On prend ça comme des analyses complémentaires. On souhaite plutôt travailler avec ce laboratoire, avec ce collectif, que travailler contre. On pense que ça sera beaucoup plus constructif. Et donc, cette mobilisation citoyenne, ça a la vertu de mobiliser les pouvoirs publics, de sensibiliser les autres citoyens pour montrer qu'il y a encore des choses qui peuvent être faites sur ce territoire. Même si la situation s'améliore, tout n'est pas encore gagné. Puisque quand on respectera les valeurs réglementaires, ensuite il y a des valeurs qui sont plus basses, qui sont des valeurs sanitaires, c'est-à-dire des valeurs en dessous desquelles il faudrait être pour qu'il y ait moins de risques pour notre santé. Et ça, il faut continuer cette amélioration des concentrations de polluants qui sont présents dans l'atmosphère. Donc il y a encore des actions à engager et c'est très bien qu'il y ait des personnes qui se mobilisent pour ça. Ils ont raison d'être inquiets quand même. Alors, raison d'être inquiet. En tout cas, pas sur l'information qu'on leur restitue, puisque là, ces mesures complémentaires, c'était aussi de voir qu'est-ce que l'on donne comme information. Nous, on est là pour donner une température, être un thermomètre. Donc, sur cette information, il faut vraiment qu'ils prennent ces données-là comme une donnée indépendante, transparente, fiable. Par contre, ensuite, il y a encore des actions qui doivent être menées pour améliorer la situation. Donc, moi, je ne parlerai pas d'inquiétude parce que les choses s'améliorent. Maintenant, il faut qu'elles continuent de s'améliorer. Et il ne faut pas juste s'arrêter en disant les choses s'améliorent, tout va bien. Non, il y a encore des efforts à faire et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un second plan de protection de l'atmosphère. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est par rapport justement à ce PPA, ce fameux plan de protection de l'atmosphère. Ce premier, ce n'est pas un échec, il y a vraiment eu de bonnes améliorations grâce à ce PPA. Alors, moi qui vois tout ce qui se passe à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes sur les autres territoires, les autres PPA, je peux dire que sur le territoire de la vallée de l'Arve, le plan de protection de l'atmosphère, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été mises en œuvre. Alors, la plus emblématique, c'est notamment le fonds Air-Bois, où il y a quand même énormément de particuliers qui ont profité de ce fonds pour pouvoir renouveler leurs anciens appareils de chauffage bois. Mais le PPA numéro 2, il vise à intensifier les actions, à les prolonger, et c'est une bonne chose. Pour autant, le premier, on ne peut pas dire que c'est un échec, mais il a besoin d'être renforcé. D'être renforcé, exactement. Il y a encore beaucoup de choses à faire, que ce soit les particuliers ou les professionnels. Chacun peut mettre sa petite pierre à l'édifice pour faire attention sur cette pollution, notamment dans la vallée de l'Arve. Ce sera le message global que vous nous donnez. Exactement, tous ensemble, donc particuliers, entreprises, pouvoirs publics, chacun a des choses à faire pour que la qualité de l'air s'améliore. Merci beaucoup Didier Chappuis d'avoir été avec nous. Puis de toute façon, on aura l'occasion de reparler bien évidemment de cette pollution dans la vallée de l'Arve. On va parler solidarité à présent, c'est notre rubrique On en parle. Isabelle Pocha-Coutillu, vous êtes directrice du Grand Bornand Tourisme. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Vous venez nous parler bien évidemment de Glisse en Cœur. Ça se déroulera le 23, 24 et 25 mars prochain. On rappelle rapidement le concept de cet événement caritatif de la montagne. C'est tout simplement un événement caritatif qui allie une course de ski un peu particulière parce qu'elle dure 24 heures, elle est par équipe. Et puis une course aux dons au profit chaque année d'une association différente qui œuvre pour sauver ou pour le bien-être des enfants. Alors cette année, la cause, c'est TFA, c'est du répit pour une meilleure vie. Comment vous choisissez les associations chaque année? Comment ça se passe? Elles sont nombreuses à effectivement se porter candidates. En fait, vraiment, c'est autour de l'enfance qu'on fait un premier choix. Évidemment, des associations qui sont reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, à vocation régionale, nationale ou internationale. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. Et je crois que c'est le choix est difficile, forcément. On essaye en tout cas de sentir effectivement des liens forts entre nous, stations de ski, montagne. Et c'est le cas de TFA cette année, puisqu'il y a une histoire bien particulière avec la montagne. Justement, vous sentez cet engouement qui monte d'année en année? Ah oui, sur l'événement, bien sûr, parce que nous avons commencé, ce sera la 11e édition, dans quelques jours. Nous avons commencé il y a donc un peu plus de 10 ans. Première édition, nous avions 20 équipes. Nous avions récolté un peu plus de 13 000 € pour la lutte contre la mucoviscidose. Et puis au fil des années, nous nous sommes structurés, nous avons grandi. Et puis l'an dernier, nous avions 150 équipes au départ de Glisse en Cœur. Nous avions récolté 310 000 € de dons
le temps d'un week-end. Et effectivement, il y a un fort enthousiasme à la fois des coureurs, du public, des bénévoles. Cette année, c'est ça l'objectif, c'est 350 000 €. On monte la barre chaque année. On monte la barre chaque année. On n'est pas, voilà, c'est un objectif qu'on se fixe. L'idée surtout, Glisse en cœur, et il y a trois moteurs forts pour nous. C'est de choisir une association et de parler de son combat. Ça, c'est la première chose, puisque l'événement est très, très médiatisé. Et c'est important pour nous de bien parler de ce combat. C'est d'apporter de l'énergie aux membres de l'association, aux familles et aux enfants. Et je peux vous assurer que les associations, elles sont formidables et elles sont souvent portées par des personnes qui ne comptent ni leur temps, ni leur engagement, ni leur passion. Et puis, bien, en plus, c'est de récolter des dons. Alors, on se fixe un objectif un peu plus élevé chaque année. Je ne suis pas sûre à 100% qu'on l'atteindra. Non, mais c'est un petit challenge. Voilà. Mais la course aux dons, vous savez, elle a débuté début décembre et nous sommes déjà, je crois, à l'heure qu'il est, à 150 000 €. Voilà. Ce qui est déjà pas, c'est presque la moitié. C'est un nouveau format de course cette année, vous innovez. Oui, un nouveau format de course, donc le défi sportif reste bien présent. Il faut que les équipes assurent un relais durant 24 heures, sans s'arrêter, donc sur la piste éclairée au Chinaillon, à la piste Glisse en cœur. Et que ce relais il soit fait dans un esprit de convivialité. On n'a plus une course de ski à proprement parler, mais il faut cumuler ce challenge sportif de 24 heures non-stop et ce cumul de dons. Et c'est la conjugaison de ces deux critères qui feront que nous allons récompenser 10 équipes dans la catégorie entreprise et 10 équipes dans la catégorie tribu, donc famille, association, copains, voilà. Pourquoi avoir changé le format? C'était devenu, entre guillemets, trop sportif et moins sur le don? Oui, alors ça se passait très bien, mais c'est vrai qu'on voulait recentrer ça sur le don. C'est un événement avant tout solidaire. Je dis souvent en plaisantant qu'au Grand Bornand, les champions, on en a beaucoup. Je fais un petit clin d'œil à Benjamin Davier qui vient en Paralympique, d'avoir sa 3e médaille. Et bravo, là aussi un bel exemple encore. Et puis de se dire, voilà, ce qui est vraiment important, c'est que dans un climat de convivialité, de soutien, on se concentre vraiment sur l'association de l'année et sur les dons. Parfois, on oublie un petit peu ce volet-là. Et voilà. Néanmoins, le challenge sportif est là. Il est là quand même, ce qui est 24 heures bien en sûr, équipe, ça reste un petit challenge sportif. Bien sûr. On peut encore s'inscrire? Oui, alors on se dépêche, on appelle l'office de tourisme demain, la semaine prochaine. après-demain, samedi. Les dernières équipes qui veulent se mobiliser, on les accompagnera pour aller vite pour l'inscription. Oui, c'est encore possible, il reste quelques places pour les équipes, donc n'hésitez pas, c'est vraiment une belle aventure. Et puis c'est aussi une belle fête, on vient de voir passer quelques images parce qu'il y a un beau concert, un concert très années 80, je cite quelques articles, Pacific Bertrand, Zouk Machine, Francky Vincent, ça a fait danser en rédac quand on en a parlé. C'est important aussi que ces artistes viennent sur ce week-end-là? Bien sûr, c'est important parce qu'on veut s'amuser tout en soutenant une cause. Donc années 80, il faut quand même citer Coq Robin qui va nous faire pratiquement un set de 3 quarts d'heure et ensuite encore 1h15 de concert avec tous les artistes et bien d'autres encore que vous avez cités. Et on peut s'amuser. On peut s'amuser et soutenir une association. Et alors ça, c'est pour le samedi soir. Mais le vendredi soir, on commence déjà à l'Espace Grand Beau par une soirée de gala où on va en fait présenter l'association, les grandes nouveautés de l'année. Des personnalités qui seront à nos côtés, comme Bruno Genesio, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, sera là, soutien TFA. Et puis on aura un très beau spectacle de chansons plus bifluorées. Alors, le vendredi soir, le gala, le samedi soir, le concert. Autant de façons aussi de soutenir l'événement. C'est venez au Grand Bornand, venez participer à Glisse en cœur, soit en skiant, soit en étant tout simplement spectateur. Et vous allez contribuer à aider TFA. Et à votre contribution, elle va simplement... C'est-à-dire on peut venir regarder, on peut faire un don si on ne sait pas skier, par exemple, on peut venir regarder et faire un don à l'association. Bien sûr. Et puis plus on aura de monde au concert, plus on va augmenter les recettes, plus on reversera à l'association à la fin. C'est quand même plus sympa de venir écouter un concert et de se divertir en soutenant une association. Vous le disiez aussi tout à l'heure, il y a des personnalités qui sont présentes. Ça aussi, c'est important parce que ça montre l'importance de cet événement et l'aura médiatique que l'événement a pris. Oui, tout à fait. Et puis, c'est aussi l'idée que chacun amène sa pierre à l'édifice. C'est vraiment le principe même de l'événement. C'est qu'on soit skieur, personnalité, journaliste, sportif de haut niveau, il y en a chaque année,
bénévoles, plus de 350 bénévoles aussi sur l'événement cette année. Faut le souligner. Si simplement vous êtes spectateur et vous venez soutenir les équipes qui sont en piste pendant 24 heures, eh bien c'est le cumul de tout ça, de ces énergies positives, du partage de valeurs qui font qu'on arrive vraiment à donner un vrai coup de pouce à une association. Et je crois que voilà, aujourd'hui, le public est en recherche de valeurs. Peut-être consommons, mais consommons en apportant un soutien et en se faisant plaisir. Et oui, j'invite tout le monde en tout cas à essayer de contribuer d'une façon ou d'une autre. Très rapidement, vous l'avez évoqué, il y a beaucoup de bénévoles. Vous en cherchez encore? Les bénévoles, alors on a terminé. un vif succès au niveau des bénévoles. On vient de boucler, on a fait la soirée de lancement avec les bénévoles lundi soir. De 16 Donc pour à l'année 80 prochaine. ans, bien sûr. Et puis on a beaucoup d'autres événements au Grand Bornand. Le Tour de France bientôt, le Bonheur des Mômes. C'est une grosse actu cette année au Grand Bornand, beaucoup de sports. Il y a eu les championnats du monde de biathlon, glisse en cœur. Effectivement, il y aura le Tour de France. Merci beaucoup Isabelle d'avoir été avec nous. On rappelle les dates 23, 24 et 25 mars prochain au Grand Bornand. Si vous ne voulez pas vous inscrire, si vous n'avez pas envie de skier, on va voir les concerts, on va voir les skieurs. C'est très sympa. Il y a aussi plein de gens déguisés, donc c'est très sympa. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Je vous laisse rejoindre la régie et je vais recevoir mes prochains invités. Je vous en prie, Robin Trollet et Joël Ménard de Blocky Wood. En attendant, on a du monde qui nous a rejoint sur Facebook. On a Marie-Jo, on a Au Calme Magnétiseur. Je vous en prie, allez-y, asseyez-vous. Alors, vous nous avez ramené de quoi décorer le plateau. Bonsoir, je vous en prie, asseyez-vous. Merci d'être avec nous. Alors, Blocky Wood, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom ? Alors Blocky Wood, c'est un système constructif, c'est un système qui va permettre de construire des murs de bâtiments, que ce soit de la maison ou du bâtiment public. Ça va servir à réaliser un mur à la fois porteur qui intègre directement l'isolation dans le cœur de mur. À qui c'est destiné ? Alors c'est destiné aux professionnels du bâtiment avant tout. Donc c'est un produit qui va leur permettre de travailler de manière complètement différente de ce qu'ils ont l'habitude de faire aujourd'hui, principalement avec des matériaux à base de béton ou de briques. Donc là, avec un produit préfabriqué, industriel, entièrement composé de bois. Qu'est-ce que ça change de travailler avec le bois plutôt qu'avec les matériaux que vous venez de citer ? Alors les matériaux traditionnels, on va dire, c'est des matériaux qui existent depuis maintenant bien un bon gros siècle, qui commencent aujourd'hui à avoir leurs limites. C'est des matériaux en fait qui servent à réaliser un côté structurel, mais qui n'ont pas été conçus à l'origine pour répondre à des problématiques thermiques. Donc tous ces matériaux, aujourd'hui, on essaye d'ajouter des isolants thermiques, on en met à l'intérieur, on en met à l'extérieur, et on essaye tant bien que mal d'améliorer leur performance. Aujourd'hui, c'est quand même relativement laborieux, sachant qu'avec des produits de construction bois, l'isolant est directement intégré ça veut dire qu'on gagne en place, on gagne en plein de choses, j'imagine. Voilà, c'est même la réflexion tout simplement du matériau qui intègre à la fois de la structure et de l'isolation directement dans un seul et unique matériau. On peut tout construire avec ça, n'importe quel bâtiment, où il y a des limites, comment ça se passe ? Alors on a aujourd'hui au niveau réglementaire des limites par rapport à des hauteurs d'étages. Aujourd'hui, on est capable de faire 2 étages au-dessus d'un rez-de-chaussée, donc ça permet déjà de faire beaucoup de choses. On travaille essentiellement sur du logement, sur de la maison individuelle, mais aussi sur des choses plus petites, des extensions, des surélévations. Et on commence à travailler aujourd'hui sur des bâtiments recevant du public. Là, on travaille sur la rénovation d'un groupe scolaire du côté de Grenoble. Alors, les premiers tests, c'était en 2000, si je ne dis pas de bêtises. On est en 2018. Ça a été un très long cheminement. Qu'est-ce qui explique que ce soit si long ? Quelles difficultés ? En fait, je dirais pour valider un nouveau produit comme le nôtre dans le bâtiment, il faut passer une batterie de tests très importante que nous, on a passée. Donc c'est le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui je dirais, chapeaute l'ensemble de ces tests-là. Et le bloc a été testé sous toutes ses coutures, tant du point de vue mécanique que thermique. Donc, ce qui fait qu'on en a ramené un exemplaire qu'on voit ici. C'est vrai que normalement, là, on a ramené un petit pour le plateau, mais nous, notre bloc en standard, il va faire une hauteur d'étage. Là, ici, celui-là, par exemple, ça va être un bloc d'allège sur lequel on va venir reposer une menuiserie. L'idée, ça va être d'être là-dessus. Et c'est vrai que si je reviens sur la partie, l'aspect, je dirais, temps pour lancer un nouveau produit, ça va vraiment être cet aspect de test, de convaincre toutes les personnes que le produit tient, est à sa place, qu'il n'y aura pas de problème à le mettre en œuvre. Donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sous ATEX, donc avis technique expérimental, par le CSTB.
Donc ce qui nous permet d'être posé par tous les constructeurs sans aucun problème d'assurance. Aujourd'hui, le bois, ça revient à la mode, c'est-à-dire que les gens sont plus sensibles quand vous le disiez, vous construisez des maisons. Il y a de plus en plus de demandes sur ce type de matériaux. Oui, tout à fait. C'est vraiment un marché qui est en pleine expansion. Alors, ce qu'on aime bien dire, c'est qu'aujourd'hui, on sort vraiment de la culture de la maison des trois petits cochons. C'était il y a une vingtaine d'années, un petit peu le jeu de se moquer un petit peu de l'ossature bois. Aujourd'hui, la construction bois... C'est solide, hein, on rassure tout le monde. Oui, voilà, tout à fait. Aujourd'hui, on arrive à faire des tours, des immeubles. Aujourd'hui, en Norvège, on a des immeubles qui font 18 étages. Sur la France, on commence à travailler vraiment sur des immeubles de 8-10 étages. Donc, on arrive vraiment à prouver que la construction bois a du sens en termes de solidité, de durabilité, et puis surtout, on va dire un côté performance thermique aujourd'hui que les bâtiments en béton ne peuvent pas avoir. Comment la Haute-Savoie ou même la France se situe par rapport à d'autres pays, notamment sur ces constructions de bois? Il y a des pays qui sont plus en avance, on est en retard ou on n'est pas trop mal? On est en retard, mais il ne s'agit pas forcément de parler de retard. C'est que nous, on a une culture aujourd'hui de la pierre qui fait que culturellement, on n'est pas habitué à construire en bois, alors sauf quelques régions où on a des colombages, des choses comme ça, alors que des gens comme les pays scandinaves, la Norvège, construisent eux culturellement en bois depuis toujours. Donc c'est des gens qui construisent à 90 à 100% de leur marché en bois. Nous aujourd'hui, on arrive à peu près à 15% à peu près du marché de la maison individuelle à construire en bois. Il y a une quinzaine d'années, on était à 3 ou 4% seulement. Donc ça augmente plutôt bien. En termes de coûts, c'est plus cher, c'est moins cher, c'est équivalent par rapport à ce qu'on fait avec les matériaux habituels ou pas? Alors, c'est le frein qu'il y a eu jusqu'à présent, c'est qu'effectivement, l'ossature bois a toujours été plus cher que les matériaux traditionnels. Alors après, on compare des choses qui sont différentes. On a une performance thermique qui est meilleure, donc c'est quelque part logique que le produit... Il fait une économie après. Voilà, il y a une économie. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est en train de changer doucement parce que justement, on a vraiment des gros industriels qui arrivent sur la place et qui vont permettre de baisser ces coûts de la construction bois. Nous, aujourd'hui, avec ce produit, c'est un produit industriel, mais qui est une approche différente en fait, de l'industrie lourde, de ce que le marché est en train de voir venir avec l'ossature bois, qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à être moins cher que l'ossature bois, voire on arrive à être moins cher que de la construction traditionnelle à performance thermique égale. Pour l'instant, vous travaillez uniquement en Haute-Savoie, vous avez où vous cherchez Non, on rayonne, on travaille sur toute la France, on a un gros marché national. On travaille énormément sur l'Ouest, où ça construit beaucoup. C'est combien de salariés chez Blocky Wood? Alors on est 7 personnes, avec une partie en atelier, sur la ligne de production, et puis une autre partie en bureau d'études. On va dire c'est là qu'on récupère les plans des projets, et puis qu'on transforme en fait tout le projet qui nous est fourni en petits éléments décomposés. Alors rapidement pour terminer, vous l'avez dit, c'est destiné aux professionnels, mais est-ce qu'un jour ça peut être destiné aux particuliers ou c'est trop complexe, ou c'est à voir, c'est à imaginer? Ça reste quand même un produit de gros œuvre, donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de questionnements sur comment est-ce qu'on pose du gros œuvre, les assurances qui vont derrière, les pros ils ont une décennale, ils ont un savoir-faire métier. Donc c'est vrai que même sur un produit qui peut sembler facile à première vue, on croirait mettre en place des Legos, mais ça reste quand même un produit de gros œuvre. Donc c'est vrai qu'il y a d'une part toute une partie de compétences, et après sur une maison individuelle, il y a toute une partie assurantielle qui va nécessiter des assurances type décennale qui vont rendre quasiment obligatoire le passage par un pro. Donc c'est vrai que malgré l'aspect simple, on est quand même sur un produit industrialisé et pour les pros. C'est ça, parce qu'effectivement, là, quand on le voit, on voilà. a l'impression qu'effectivement, on pourrait s'en occuper. Et bien, on fait appel à des professionnels, on fait appel à Blocky Wood notamment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis nous avoir parlé de votre entreprise. Je vous laisse rejoindre la régie, vous récupérez votre construction plus tard. Je vais recevoir Olivia sur ce plateau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et avant de recevoir Olivia, on va partir direction Ossois avec la webcam du jour en Maurienne. Aujourd'hui, les conditions étaient idéales. Un ciel bleu, grand soleil, toutes les pistes étaient ouvertes. Demain soir, vous pourrez skier en nocturne du côté d'Ossois si ça vous intéresse avant la fermeture du domaine. Olivia intervenue pour les titres du JT. Exactement. On commence avec la SNCF. Effectivement, donc, ce matin en Conseil des ministres, il a été décidé que le gouvernement allait faire passer son projet grâce aux ordonnances. Ça rend les syndicats un peu fous, un peu en colère. Du coup, ce matin, ils étaient 3 devant la gare de Chambéry à donner des tracts et à annoncer la future grève du 22 mars. Et on parle d'une rénovation.
Oui, effectivement, la rénovation de Fleur Bleue, un voilier titré, le plus titré du lac du Léman, qui pourtant était laissé à l'abandon. Et là, on en assiste à sa renaissance avec Jean-Paul Crespi. Merci beaucoup Olivia. Donc tout de suite, c'est le JT avec toi. Demain, je recevrai Laurent Reynaud, délégué général de Domaine Skiable de France. Nous parlerons également du festival Couleurs d'enfance. Et enfin, Philippe Téné viendra nous parler de Radio Meux, une radio que beaucoup aiment à la rédac. N'oubliez pas nos réseaux sociaux. Vous pouvez voir et revoir l'émission sur Facebook, mais également sur 8montblanc.fr. Tout de suite, c'est le JT avec Olivia. Et moi, je vous dis à demain.